qui étaye une telle analyse? Aujourd'hui, on peut dire avec autorité que Maurice Kamto, ses collaborateurs qui ont été interpellés, arrêtés et mis en détention provisoire avec lui, et la centaine de militants du MRC qui l'accompagnent dans cette détention sont des prisonniers politiques. Vous savez qu'ils ont été, pour la plupart, depuis le 26 janvier dernier, certains ont été arrêtés pendant la marche, lors de la marche, à travers le territoire, dans des différentes villes qu'on a citées tantôt, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan, Bafan et autres, Banjoun. Il y en a d'autres qui ont été interpellés dans des domiciles privés. Il y en a qui ont été interpellés dans des restaurants, dans des lieux privés ou dans des lieux publics, mais qui ne marchaient pas. Ils ont été arrêtés pour la plupart. Ceux qui ont été arrêtés après le 26 janvier, je pense au professeur Maurice Kamto qui était arrêté au domicile à Douala de Nzongan avec Christian et Koka. Il y avait parmi eux des journalistes qui... Nzongan lui-même avait été arrêté. Ils ont été déportés à Yaoundé tous. Et la plupart sans mandat ni titre. C'est-à-dire ils ont été enlevés. Ils ont été déportés. Et on se retrouve dans une situation où la procédure a été émaillée d'irrégularité et d'illégalité. Et c'est pour cela que lorsqu'on met en détention des personnes qui sont privées de liberté individuelle pour des motivations politiques, il n'y a pas d'autre nom pour qualifier cela. Cela est d'autant plus pertinent que le Cameroun a signé, ratifié un certain nombre de conventions internationales, de traités. Je cite toujours le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je cite toujours la charte africaine, la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je cite toujours la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je cite toujours la déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut dire qu'il y a un lien étroit entre la liberté de manifester et la liberté de réunion. La Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 consacre l'ensemble de ces libertés, y compris la liberté de manifester. Donc, on n'aurait jamais dû les arrêter, ni le 26 janvier, ni plus tard. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où ils sont privés de liberté, vraisemblablement pas pour les raisons pour lesquelles... Regardez un peu le temps que ça a pris pour les inculper. On a dû les mettre en garde à vue dans le cadre des enquêtes de la police judiciaire. On a transformé de façon bizarre les gardes à vue en garde à vue administrative. Et le préfet même de Foundi qui a signé la garde à vue administrative est totalement incompétent. Nous nous retrouvons dans une situation kafkaïenne. C'est-à-dire, c'est dans l'absurdité totale. On n'est plus en droit. Alors, on n'est plus en droit. Au regard de ces observations qui viennent d'être soulevées sur les procédures judiciaires concernant le professeur Maurice Kamto, maître Emmanuel Pensi, est-ce que pour vous, ces observations sur les procédures judiciaires sont fondées, ces irrégularités qui viennent d'être soulevées sur ce plateau et qui conduisent ces panélistes à conclure que ce sont des prisonniers politiques, que c'est une affaire politique qui est présentée devant le tribunal militaire de Yaoundé? Quelle est votre analyse à ce sujet? Déjà, ce n'est pas une affaire politique. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas un membre du parquet, je ne suis pas un juge, je n'accuse pas. Je pense que le problème qui s'est posé, et ça il faut revenir en droit, c'est le problème d'abord de la compétence. La première chose qu'on se pose, est-ce que le tribunal militaire de Yaoundé est compétent? Déjà, vous êtes en train de parler rationner l'OSI, c'est-à-dire, oui. Et où est-ce qu'il est compétent, rationné, matériel en la matière? Ça, c'est d'abord la première question qu'il faut se poser quand vous êtes juriste. Et à ce moment-là, vous vous rapprochez des dispositions contenues dans l'affirmative, de l'article 9 de la Constitution, de l'article camerounais, de l'article 8 du Code de justice militaire sur la compétence de la juridiction militaire. Parce que lorsque vous avez affaire à des militaires, le tribunal militaire est compétent. Et vous vous rapprochez également des autres dispositions pour savoir également pourquoi ça s'est passé. Vous allez vous relancer dans la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité, sur tous les SMS et les mails et les actions qui ont été faites à travers le monde, le Cameroun, ceux qui sont en Europe, pour rendre en fait la centralisation de l'affaire devant
la seule juridiction qui peut centraliser cette affaire et qui est la juridiction de Yaoundé parce que les militaires sont impliqués et que lorsque vous faites des infractions qui sont également de la cybersécurité, de la cybercriminalité, le tribunal de Yaoundé peut être compétent. C'est sur cette base-là, à mon avis, c'est une esquisse d'explication que je fais. Je l'explique. Je l'explique que c'est. Il faut expliquer pourquoi. Donc maintenant, les avocats vont, comme les cicatrices qui sont dans le dossier, vont essayer de dire que le tribunal n'est pas compétent. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir l'affaire. Autre chose maintenant, quand vous dites sur l'implication, vous regardez les dispositions de la loi sur l'article 116 concernant l'insurrection. L'insurrection, il faut voir l'article 116, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement insurrectionnel? Mouvement, c'est un déplacement de personnes. Insurgés, c'est des personnes qui sont révoltées. Donc, ce sont des personnes révoltées qui se déplacent. Et à ce moment-là, le juge d'instruction va se dire que je vais, dans le cadre d'une instruction qui est dure et large, utiliser l'application de cette... Il faut expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit pour que les gens comprennent. Parce qu'en même temps, évidemment, dans toutes ces infractions, on a mis plusieurs dispositions. Je ne sais pas ceci qui était dans le dossier. Je ne sais pas si on a mis rébellion. Je ne sais pas si on a mis haute trahison. Je ne sais pas si on a parlé également des dispositions de l'article 231 sur les réunions, etc. Le juge d'instruction, dans le cas des affaires, il faut le savoir, aussi bien dans les affaires d'opération épervier, il regarde toujours trop large. Il dit même ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas bien. Et c'est dans le cadre de la contradiction et avec des avocats compétents qu'on va à ce moment-là de serrer le problème, de le rapprocher pour voir de ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quant à ce qu'on a appelé l'internement, le préfet qui intervient. Ouais. Tout le monde sait que c'est une disposition, moi, mais j'avais oublié qu'elle existait, mais j'en avais parlé, qu'on ne l'a pas encore supprimée. Donc, elle a été utilisée à bon droit. Mais on aurait également pu... À bon droit? Non, elle avait été utilisée dans le passé à bon droit. Maintenant? Non, maintenant, je n'en sais rien. Mais je sais tout simplement qu'elle a été utilisée. Je ne suis pas dans le dossier. Mais tout ce que je sais, qu'on aurait pu, dans le cas des infractions qui sont criminelles, la garde à vue n'est pas une garde à vue qui dure 4 jours. Vous savez très bien, elle peut être prolongée, elle peut être de 8 jours. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire. Je crois que c'est une affaire qui est complexe. Autre chose. Quelle est la complexité? La complexité de cette affaire. La complexité de cette affaire vient du fait que on va examiner les fadettes. C'est-à-dire toutes les communications qui sont faites par les SMS, par le Facebook. Non, ça fait partie de l'enquête dans la cybersécurité et la cybercriminalité. Et il y a des agents qui sont formés à cet effet. Et que ça prend du temps. Et quand on voit comment on a piétiné la photo du président, qu'on a déchiré dans l'ambassade, on a fait des passeports des Camerounais qui étaient là, des gens qui attendaient leur famille, regroupement familial, donc qui devaient se déplacer. D'autres qui sont... Parce que non, l'ambassade, c'est le territoire camerounais. Donc, vous faites une procédure là-bas, on peut vous poursuivre. Bon, et en même temps, on a déchiré les accréditations de l'ambassadeur, des milliers de Camerounais qui étaient en rétention dans les aéroports, attendaient leurs documents et leurs papiers. C'est un drame qui a été fait par des gens qui ont fait une conjonction, qui se sont coalisés. Donc, l'affaire concerne des co-auteurs. C'est-à-dire, dans le cadre de cette affaire, c'est pour ça qu'on a appuyé un certain nombre de personnes pour faire des investigations, pour savoir qui est coupable ou qui ne l'est pas. Donc, moi, je ne voudrais pas dire, on a déporté, on a fait ceci, c'est trop facile. Les enquêtes sont en cours, on va voir par la suite ce qu'il a bien. Je vais remettre sur l'analyse qui vient d'être faite par Maître Pensy pour essayer d'expliquer les motivations du juge d'instruction, mais aussi du tribunal militaire à se saisir de cette affaire au regard des casses perpétrées dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne, et sur lesquelles il y a des soupçons qui pèsent concernant les liens supposés entre des responsables politiques du MRC et les auteurs de ces